Allez, Et bah, Qui fait C'est quoi? parti. moi je vais faire la main. Bibi va me détacher. Allez, C'est là que j'ai compris que sur ce bateau-là, il valait mieux se laisser aller au fil de l'eau. qu'est-ce que je peux faire, moi? eh bah t'observes, Gaël. J'observe. T'observes, t'es bien, t'es avec nous. Allez, viens, on t'emmène. Et bonjour les amis. Alors si je vous dis Nevers, vous pensez à quoi? La faïence, oui. La Loire, tiens, ces bords sauvages, les bateaux, oui, aussi. Magny-Cours, le circuit mythique qui a vu passer les plus grands pilotes de Formule 1, oui. Et le jazz, vous y avez pensé? Pourtant, le jazz à Nevers, c'est une institution, 32 ans que ça dure. C'est tout ça que je vous propose de découvrir cette semaine. On perd pas de temps, on y va. Dès maintenant, et c'est là, bah oui. Pour cette balade du côté de Nevers, cap à l'ouest de la région, jusqu'à la Loire. Et pour commencer, un peu de sport et d'adrénaline sur le circuit de Magny-Cours. Pas sur la piste Grand Prix, où les Formule 1 des Mansell, Prost, Schumacher ont triomphé dans les années 90 et 2000. Mais plus prudemment, sur la piste Club, pour un stage de pilotage express avec Julien. Salut Gaël. Salut, Julien. Bravo, pile poil à l'heure. On va pouvoir y aller, mais juste avant, faut que tu t'équipes. T'as déjà le casque? Et j'ai déjà le casque, Bon. le reste attend. Par là, je fais vite. Oui, fais vite. Je fais très vite. Et voilà. Allez, ceinture. Ceinture, ça c'est important. Bon. T'as plus qu'à accélérer. Hop là. Allez, on va sortir tranquillement des stands. Je te suis, tu me guides, hein. Déjà, tu vas garder tes deux mains à 9h15 sur le volant. Tu vois, le volant, il est bien fait, Ah ouais. comme ça, et t'as plus à bouger tes mains. Voilà, ce qui est important, en fait, quand tu roules sur un circuit, c'est de bien utiliser toujours toute la largeur du circuit pour pas contraindre ta voiture. Donc là, on va se positionner bien à gauche, près de l'herbe. Ouais, nickel. Et tu tournes la tête à droite là-bas pour anticiper la Ah sortie oui, du d'accord, virage. j'avais pas vu. Tac. Et là, à gauche. Ok. Et là, t'es à fond dans la ligne droite. Là, tu peux t'amuser. Et là, Tu je peux garde la rouler. gauche. Ouais, tu gardes la gauche. Ok. Et là, tu vas freiner quand je vais te dire de freiner. Alors, reste accéléré. Vas-y, encore. Fais-toi plaisir, accélère à fond. C'est bon, c'est bon. On a Voilà, combien là? 150, 160, 180. Vas-y, tu peux freiner fort. Ouais, d'accord. nickel. Wow. Et là, tu vas à droite. Ok. Ah, beau freinage. Et à gauche. Pareil. Et bien à droite là-bas. Pareil. C'est parfait ça. Je fais ça tous les jours. Hein. Enfin, toi, tu fais ça tous les jours. Bah ouais, c'est ça qui est sympa. C'est quoi qui te plaît le plus? C'est déjà de la liberté de pouvoir rouler à la vitesse qu'on souhaite et puis les sensations que ça procure de rouler avec une voiture performante sur un circuit. Ouais. Qu'est-ce que tu Et ressens? T'as déjà des grosses montées d'adrénaline. C'est aussi la performance des voitures, l'adhérence, les jets que tu prends. Ah ouais. Il y a toute la technique derrière en fait. Et la technique qu'il faut aussi avec la recherche de performance. Et tout ça, c'est intéressant. Il faut ressentir voilà, dans le volant comment tourne la voiture. Tu regardes au loin aussi pour voir la trajectoire que tu utilises. Si la voiture s'en écarte, bah, tu sais que tu as la limite aussi. Et puis après, c'est tout au ressenti avec ton corps, avec le siège. Et on va rentrer ici au stand à gauche. Et on va ralentir parce que la vitesse est limitée dans les stands. Ah, ok. Génial. Bah super. En tout cas, pour une première fois, c'était vraiment pas mal. Tu as bien compris très rapidement les trajectoires, les lignes à utiliser. Le freinage, du premier coup, tu as fait un beau freinage. Maintenant, il faut prendre confiance et puis Ouais. tu vas voir, ça va être. C'est ça. Tu as bien progressé. Faudra que je revienne. Avec plaisir. Tu me montres? Allez, on est parti. Allez, on est parti. Ouh, ok. Ouais, dans les stands, on fait doucement quand même. Allez, c'est parti. Ça va mieux? Ça va. Ça va un peu, voilà. Ok. Et tu vois, là, on est à 200 km/h. Ok. En très peu de temps. J'arrête de reparler. Elle est technique cette piste? Ouais, elle est technique, elle est hyper technique. Et c'est ce qui intéresse en fait aujourd'hui tous les passionnés qui viennent piloter sur ce circuit, les équipes de course également. Et tous les gens qui viennent ici, c'est qu'ils recherchent justement de la technicité pour pouvoir s'amuser, prendre du plaisir et également des fois développer des voitures et essayer d'améliorer la performance de sa voiture.
J'ai Mais ça t'a l'impression. plu quand même. Alors, comment te dire? Nevers. Pendant 2 siècles, capitale de la faïence. Au XVIIe et XVIIIe, la production était telle que certains quartiers de la ville ont dû être construits sur des couches de tessons de faïence. Les ateliers étaient nombreux et réputés. Aujourd'hui, seules 2 faïenceries subsistent, dont celle de Carole et Jean-François qui réussissent à perpétuer et à innover. Décors persans, blanc sur fond bleu, puis pastoraux ou chinois, bleu sur fond blanc, c'était l'originalité de la faïencerie nivernaise qui séduisait. Carole et Jean-François l'ont bien compris. Ça, c'est une aiguière. C'est une pièce très emblématique en faïence de Nevers. Il y a 12 pièces sur cette aiguière, 12 pièces collées. Je pense que j'y ai passé 4 heures facilement. Ensuite, elle va sécher. Ensuite, il y aura la cuisson. Le temps de cuisson va nous prendre encore 1 journée et demie. Ensuite, on va l'émailler. Ensuite, on va la décorer. Bon, il y a beaucoup d'étapes. Après une première cuisson, le biscuit obtenu est trempé dans un bain contenant de l'émail en poudre. À la sortie de ce bain, le biscuit absorbe l'eau, ne laissant plus en surface qu'une fine pellicule d'émail. C'est sur ce fond que Carole ajoute le décor, avant la cuisson à 1080 degrés qui interdit toute retouche. C'est un peu le même schéma à chaque génération. C'est souvent les femmes qui décorent et puis les maris qui s'occupent de la terre. Quand on a repris la faïencerie il y a 8 ans maintenant, c'était vraiment une volonté de faire évoluer les décors, enfin de faire quelque chose qui soit en rapport avec notre époque. Puisqu'à Nevers, ce qui a fait la renommée, c'était aussi le fait qu'ils ont toujours fait des décors en fonction des époques. Et nous, on a juste voulu continuer ça, quoi, de faire des pièces qui soient en cohérence avec l'époque à laquelle on vit. Alors ça, ce sont des assiettes industrielles. Donc, c'est une série qui représente des sites industriels de la région. Donc il y en a 6, enfin un petit service de 6. Et donc c'est des sites qui soit sont encore en activité, soit qui ont fermé, qui ont été détruits. Et donc l'idée, c'était dans la même logique que... À l'époque, on représentait des monuments religieux ou des bâtiments typiques de la région. Nous, on a voulu représenter donc, ces lieux industriels qui, pour nous, étaient aussi importants parce que c'est des tranches de vie de beaucoup de gens. C'est comme une religion. Alors, il y avait les cathédrales religieuses, et là, c'est des cathédrales industrielles, quoi. Donc, voilà une autre de la série industrielle. Donc ça, c'est Infi, des aciéries d'Infi. Donc ça, c'est un site qui est toujours en activité pour le coup. Comme on voit, les contrastes sont plus marqués parce que la cuisson fait déjà que l'émail devient brillant. Tout est fondu, tout est cuit. Et donc les contrastes se révèlent à la cuisson. La signature à Nevers, donc c'est toujours le nom de la fabrique. Et puis on met soit un Nevers, soit 2 Nevers. Chez nous, on met 2 Nevers. Et donc c'est un rébus, c'est la signature classique des faïences de Nevers. Et donc on voit aussi les 2 nœuds qui sont dans la terre ici, qui montrent qu'on fabrique les pièces aussi. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'accrocher. De l'acheminement du bois de ses fours au transport de sa production, la faïence de Nevers doit beaucoup à la Loire. J'avais très envie de faire connaissance avec ce fleuve impressionnant, le plus long de France, encore un peu sauvage dans sa partie bourguignonne. J'avais rendez-vous au port de Marseille. Oui, Marseille, les Aubigny, où m'attendait un équipage de vrais bateliers ligériens, amoureux de leur rivière. Eh ben la voilà, elle est toute fruitée. Eh oui. On me repère comme ça. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Gaëlle. Bonjour Denis. Bonjour Bibi, enchanté. Enchanté, Seb. Enchantée aussi. Tiens, regarde, choix, épaules persillées, Oui. de très bonne facture. Ah, moi je suis plutôt... Ça, ils sont à l'ail maison. Ah, saucisson à l'ail. Ouais. Allez, c'est parfait. C'est quoi l'histoire de ce bateau, la mignonnette? Ah, c'est sa reconversion. C'est ça, hein. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire?
Et je me suis mis à construire des bateaux avec Bibi, hein, donc qui construisait déjà des bateaux en bois. Et moi, je suis arrivé avec tout ce qui était métal. Donc on a commencé à construire une première coque métallique, une deuxième, puis une troisième. Et après, au bout de 4 ans, on est à 30 bateaux. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, on a construit un bateau pour faire des balades entre la Charité et Nevers, qui est en complément de notre activité, de la construction. D'accord. Donc c'est vous qui avez tout fait là. Voilà, oui. Tout à fait. Ouais. Même jusqu'à abattre les arbres. Hein. Ils viennent d'où ces arbres? C'est que des bois locaux, hein, donc la guerche, donc on a de l'acacia qui vient d'Apremont. L'acacia? Donc l'acacia, c'est tout ce qui est bordé, hein, tout ce qui est bord du bateau et dossier. Voilà. Toute la cabane du bateau est en cèdre, qui vient du Chauté. Voilà. Et après, tout le reste, c'est du Douglas et du chêne, hein, qui viennent de la forêt de la Guerche. Ouais. Moi, j'ai vu mon père faire quelques barques pour l'usage quand il avait besoin, parce que mon père était pêcheur professionnel. Ah oui, d'accord. Après, Sur la Loire sur la Loire, oui. Et après, j'ai commencé de naviguer sur la Loire, à faire des descentes en radeau. Et ça coïncidait avec le renouveau de la marine de Loire. Donc j'ai croisé toutes les nouvelles constructions qu'il y avait dans les années 90. Puis sur toute la Loire, il y a des passionnés qui ont vu la Loire autrement, qui ont vu la Loire comme un terrain de jeu. Ah ouais. Grâce aux bateaux, à On ces est beaux passé bateaux. beaucoup de gens qui étaient en contemplatif, qui sont passés en actif, on va dire. Allez. Chacun son Bon, poste. mais moi je vais t'aider, Bibi. Voilà. Allez. Tu veux qu'elle fasse un petit poil, Bibi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? T'observes, Gaël. J'observe? T'observes, t'es bien, t'es avec nous. Allez, viens, on t'emmène. C'est parti. Voilà, c'est simple que ça. En piste. Il y a le temps qui s'aborde nos dits. Je crois bien qu'on va baiser Nornopé. Mettez les cirés. On crée vite des liens avec nos bateaux, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Et celui-là, c'est quoi le lien? C'est quoi l'histoire? Ah ben, c'est son histoire. C'est un début de ma vie professionnelle sur la Loire, c'est un début de plein de choses, du travail tous les deux, c'est un début... C'est aussi la notion de vivre de sa passion. Voilà. On est quand même quelque part des nantis de vivre de notre passion. Il y a tellement de gens qui font de l'alimentaire. C'est vrai. Seb qui est tout jeune, c'est quand même, voilà. Son usine à lui, c'est ça. Ouais. Et puis le reste du temps à l'atelier avec moi. Depuis qu'il est arrivé, j'ai fait plus de 10 000 km en Europe, on va dire. Ça m'a vraiment motivé. Je suis passé de la Loire à la Vistule. Avant, l'Escaut, la Meuse. Je suis allé voir tout ce que je connaissais pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens que je connais pas, rencontrer d'autres personnes, partager. Avoir le sentiment aussi de représenter la Loire quand je suis à l'étranger. Ça, c'est aussi une fierté. Comment tu la représentes? Comment t'en parles quand tu dois en parler? J'en parle pas. J'essaye de naviguer le plus propre possible et d'être devant. Ah ouais, tu montres, c'est par l'exemple. Ouais, parce que les mariniers de Loire, c'était quand même pas des branle-manettes, on va dire. Non, s'ils avaient le statut de marinier, c'est parce que déjà, ils avaient fait la Royale et qu'ils avaient des connaissances et c'était des mecs qui étaient très courageux. Très courageux, qui avaient peur de rien. Ils descendaient du Massif central avec des trains de bois de plusieurs dizaines de tonnes, 75 mètres de long. Les gars, ils n'étaient pas là par hasard, hein. C'était des gars sérieux. On est comme des enfants, sans leur vocabulaire, la voile en se gonflant, dans le sens contraire, des salages imminents, si avant de travers, l'équipage est maintenant dans une vraie galère. Tu regardes le vent, je regarde la rivière. C'est pas très rassurant quand y a vent de travers. Pas loin de là, c'est d'une autre rivière que j'allais m'approcher. L'Allier, un bon copain de la Loire. Un affluent en fait, même si parfois c'est surtout lui qui apporte le plus d'eau. Entre Cuffy et Apremont, entre Nièvre et Cher, Christophe connaît le coin comme sa poche et a l'habitude de faire partager son observation des oiseaux migrateurs. Tu viens souvent ici? Je viens souvent ici, surtout à cette saison, parce que c'est une saison à laquelle les grues reviennent des pays nordiques. Donc les grues, c'est des oiseaux qui nous viennent de Norvège, Suède, Finlande.
Et c'est des oiseaux qui, depuis une douzaine d'années maintenant, font escale dans le département de la Nièvre et du Cher, et notamment sur les bords de l'Allier, parce qu'elles vont y trouver ici un lieu relativement calme. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'entre le bec d'Allier et Moulins-sur-Allier, on a en gros 60 km de rivière avec des abords qui sont complètement préservés par rapport à un bocage. Je te coupe, là, Ouais. mais qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des grues. Excellent. Elles sont loin ou pas? Tu te rends compte toi? Là, elles sont assez loin. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une grue, c'est un oiseau qu'on peut entendre à 3-4 km. Voilà, ça porte très très loin. Ici, on a encore des milieux qui sont bien préservés, C'est magnifique. comme tu peux le voir, préservés grâce à une agriculture qui est essentiellement orientée sur de l'élevage. Donc voilà. En voilà? En voilà, au-dessus de nous. Donc cette agriculture liée à l'élevage va préserver de nombreuses haies bocagères. Ouais. L'année dernière, on a eu à peu près 2700 oiseaux sur le département de la Nièvre. On peut en partie expliquer qu'elles sont ici par le fait que les hivers ne sont plus rigoureux comme ils ne pouvaient l'être il y a 25 ans en arrière. Donc entre la nourriture et la douceur du climat, elles ont trouvé un milieu qui leur convient. Préalablement, c'était des oiseaux qui allaient jusqu'en Espagne. Et combien de temps elles restent ici? Elles arrivent ici généralement au mois de novembre et elles vont repartir début février. Là, je te propose de regarder les grues sur le ciel gris, c'est superbe. Waouh, ouais, Voilà. elles sont nombreuses. Voilà. Très très belles. Alors, est-ce que je les ai? ouais, tu dois les avoir. Oui. Tu les as? Ouais. Voilà. Magnifique. Par contre, vraiment en haut, regarde, si tu vois, là, on a des oiseaux qui descendent. Là. Et là, ça se voit bien, il n'y a pas un battement d'ailes. Tu vois? Ils planent. Voilà, elles sont en plane. Voilà, là, elles se laissent vraiment descendre. Excellent. Quand on a du soleil, c'est des oiseaux qui vont rechercher, comme les vautours, ce qu'on appelle des pompes, c'est-à-dire des courants d'air ascendants pour pouvoir prendre de la hauteur et après elles se laissent descendre. Le souci des espèces, c'est de consommer le moins possible d'énergie. Bien sûr. De l'énergie, ça veut dire qu'il faut trouver de la nourriture. C'est clair. Voilà, Donc chasser. c'est du développement durable. C'est excellent. C'est excellent. Ah, On va se rapprocher de l'Allier. oh, qu'est-ce que c'est beau! On est un petit peu ici en amont du bec d'Allier, donc là où se jette l'Allier dans la Loire. Donc l'Allier, c'est une très très belle rivière qui vient de Lozère et sur laquelle on va encore trouver un poisson emblématique comme le saumon. Ces deux rivières vont nous offrir tout au long de l'année des espèces qui viennent, qui repartent, avec des paysages comme aujourd'hui, ensoleillés, avec des couleurs d'automne. Et c'est vrai que c'est un peu un voyage à proximité de la ville, puisque la ville n'est pas si loin en fin de compte. Entre nature et culture, on n'est pas obligé de choisir du côté de Nevers. Cela fait 32 ans que Trio et Big Band débarquent, comme des grues, en plein mois de novembre pour qu'on vienne les écouter. Des plus grands aux plus prometteurs, des plus créatifs aux plus reconnus, ils sont nombreux à venir chaque année déguster un petit verre de Sancerre entre deux sets. Théâtre municipal à la Maison de la Culture, je n'en avais pas pour bien longtemps. Je ne voulais surtout pas rater l'autre concert de la soirée, ni mon rendez-vous avec celui qui a inventé le festival jazz, Roger Fontanelle. Merci d'accueillir chaleureusement Émile Parisien, Michele Rabia, Manu Kodja, Dada, Da.
né ce festival? Donc c'est vous qui l'avez créé? Oui, c'est moi qui en l'ai créé. 87. Oui. Quand il a été créé, moi j'étais l'administrateur de la Maison de la Culture de Nevers et le responsable de la programmation musique et danse. Et puis j'avais fait le constat effectivement qu'une programmation de jazz comme ça étalée dans la saison mobilisait pas beaucoup de public, c'était beaucoup plus difficile. D'où l'idée d'un temps fort. Et le temps fort, je l'ai créé au début, c'était 5 jours. Et maintenant, on est sur 8 jours avec des concerts à midi, à 15h, à 18h. Donc avec une trentaine de concerts. Au départ, il y avait une douzaine de concerts. Les formations musicales que vous recevez ici, elles viennent d'où? Comme ce festival, son identité, elle est quand même très européenne. La majorité des musiciens ici présents sont français ou européens. Bien sûr, les Américains sont présents, mais il y a une dominante de musiciens français de la scène d'aujourd'hui. Il y a des noms comme ça en 32 ans qui vous reviennent, ou des anecdotes qui vous ont particulièrement touché, ému? On peut se souvenir effectivement des stars, des géants qui ont constitué l'histoire du jazz, qui ont défilé à Nevers. On peut parler de Chet Baker, on peut parler de Dizzy Gillespie, on peut parler de Max Roach, on peut parler d'autres artistes récemment disparus. On peut parler par exemple de DJ Lockwood, on peut parler d'Eddie Lewis, on peut parler... Et puis on peut parler aussi des musiciens peut-être plus confidentiels, mais tout aussi prestigieux. Récemment, à l'occasion de la réouverture du théâtre, on parlait d'un concert sublime entre un duo de Mal Waldron et de Steve Lacy, qui reste encore dans toutes les mémoires. Quelle est votre définition du mot jazz? C'est quoi le jazz? Il n'y en a pas. Il vaut mieux parler des jazz. C'est-à-dire, il y a certes une histoire de cette musique, parce qu'on sait que cette musique, elle est née là-bas. Elle est née de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le jazz aujourd'hui, il est fondamentalement aussi très européen. Et les musiciens d'aujourd'hui, certes, se sont nourris de cette histoire du jazz, mais ils l'ont trituré avec leur propre culture musicale, à tel point que un jazz, on va dire italien, ne ressemble pas à un jazz anglais. C'est-à-dire que la culture italienne n'étant pas la même que la culture anglaise, ça se traduit et ça se ressent dans les propositions musicales de ces différents artistes. Et le D apostrophe devant jazz, qui est le nom du festival, il traduit un peu ça? Ou... Non, alors, je pourrais dire oui, mais c'est pas vrai. Mais bon, on peut dire aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que ça peut être ça, mais la première signification, c'était tout simplement un clin d'œil phonétique. Mais à la lueur de ce qu'on vient de se raconter sur les multiples jazz, on peut tout à fait décider que le D, c'est la multiplicité des jazz. C'est génial, on l'a décidé ce soir. En quittant le festival, je n'avais pas beaucoup d'heures de sommeil devant moi. J'avais rendez-vous tôt le lendemain matin à quelques kilomètres de Nevers. J'allais enfin pouvoir tester un sport tout neuf en France, le padel. Non, pas le paddle. Ça peut être ça, mais la première signification, c'était tout simplement un clin d'œil phonétique. Mais à la lueur de ce qu'on vient de se raconter sur les multiples jazz, on peut tout à fait décider que le D, c'est la multiplicité des jazz. C'est génial, on l'a décidé ce soir. En quittant le festival, je n'avais pas beaucoup d'heures de sommeil devant moi. J'avais rendez-vous tôt le lendemain matin à quelques kilomètres de Nevers. J'allais enfin pouvoir tester un sport tout neuf en France, le padel. Non, pas le paddle, le padel. C'est là que ça se passe. Tout à fait. Ça s'appelle aussi un cours? On peut appeler ça une pista, c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne, ou un terrain de padel en France. C'est un sport qui a vraiment évolué en Amérique latine, mais qui a carrément explosé en Espagne. C'est devenu il y a quelques années le premier sport national en Espagne, en nombre de pratiquants. C'est repassé deuxième, mais vraiment on est toujours après le foot. Je te donne tes outils pour la prochaine heure. Génial. Voilà la raquette, Première voilà les fois que balles. j'en prends une en main. À quoi ça te fait penser? Une raquette de ping-pong. Le ping-pong? Ça a la Bon, même... ou une raquette de plage ou... Absolument, voilà, c'est la comparaison qu'on fait souvent, c'est raquette de plage. Les balles qui vont avec? Ok. Ah, légère. Tout à fait, elles ont moins de pression que les balles de tennis, mais elles ressemblent fortement. On va juste essayer de se familiariser déjà avec la raquette, et puis avec les balles, les parois. Service à la cuillère, donc on la reprend. Il faut obligatoirement qu'elle tombe dans le carré opposé, sinon il y a faute. Okay. Dans le jeu, on a le droit de jouer avec toutes les parois qui sont autour. Elle touche le sol, elle touche la vitre, j'ai le droit de la reprendre avant le deuxième rebond. Et vous jouez à deux? Toujours ou... C'est en 2 contre 2, obligatoirement. Okay. Ça n'existe pas comme ça. Tout à fait. Qui sert? Honneur aux femmes. Ok. Donc service en diagonale. Derrière sa ligne, le receveur est derrière sa ligne.